La ville de Rouen, en Normandie, France, est un tableau vivant d'histoire et de beauté. Ses rues médiévales serpentent entre des maisons à colombages, culminant avec la majestueuse cathédrale Notre-Dame, une icône gothique qui a inspiré Monet. Mais en 1989, cette atmosphère de conte de fées a été brutalement brisée par un crime qui résonnerait pendant des décennies, une affaire qui deviendrait une ombre persistante sur la ville. C'était une froide nuit d'automne. Le vent glacial d'octobre, murmurant des secrets dans les ruelles sombres, lorsque la vie d'Isabelle Dubois, une talentueuse professeure d'art de 28 ans originaire de Boston, a été violemment fauchée. Isabelle n'était pas seulement une professeure, elle était une artiste vibrante, une âme libre qui avait troqué l'agitation de Boston pour la tranquillité inspirante de Rouen. Ses yeux verts brillaient d'une passion contagieuse pour l'art, et son sourire était une invitation à la créativité. Elle vivait dans un charmant appartement au 2e étage d'un vieil immeuble, rue Saint-Romain, à quelques pas de la cathédrale. Ses voisins la connaissaient comme quelqu'un de gentil et réservé, mais avec une vie sociale active au sein des cercles artistiques de la ville. Cette nuit fatidique, cependant, son appartement allait se transformer d'un refuge créatif en une scène d'horreur. C'est Madame Dubois, sans lien de parenté avec la victime, une simple coïncidence de nom. Une voisine âgée de l'étage inférieur, qui fit la terrible découverte. Préoccupée par l'absence de mouvement d'Isabelle et par une lumière allumée dans son appartement depuis la veille, elle décida de frapper à la porte. Sans réponse et avec un sentiment croissant de malaise, elle remarqua que la porte était seulement entr'ouverte. En la poussant doucement, ce qu'elle vit la fit reculer avec un cri étouffé. Le corps d'Isabelle gisait sur le sol du salon, au milieu d'un désordre choquant. L'appel à la police fut immédiat, et en quelques minutes, les sirènes déchirèrent le silence de la nuit, résonnant dans les rues pavées. L'inspecteur Antoine Lefebvre, un vétéran avec plus de 20 ans de service dans la police locale, fut le premier détective à arriver sur la scène de crime. Avec son regard fatigué mais perçant, et une posture qui dégageait une autorité silencieuse, Lefebvre avait tout vu, mais l'image qui se présenta à lui dans l'appartement d'Isabelle Dubois était particulièrement troublante. La scène de crime était une énigme. L'appartement, qui autrefois débordait de vie et d'art, ressemblait maintenant à un musée sombre d'une tragédie. Le corps d'Isabelle était étendu sur le sol, à quelques mètres d'une ancienne cheminée. Près d'elle gisait ce qui semblait être l'arme du crime. Un trophée de gymnastique brisé en morceaux, un objet métallique qui symbolisait autrefois la victoire et qui était maintenant taché de sang. C'était un contraste brutal, la délicatesse de la victime et la violence de l'objet. Un tiroir d'une commode voisine était ouvert, suggérant un possible vol. Cependant, une inspection rapide révéla que rien de valeur apparente n'avait été dérobé. Des bijoux coûteux étaient intacts. Des œuvres d'art de valeur restaient sur les murs. Lefebvre fronça les sourcils. Un vol qui n'était pas un vol. C'était la première des nombreuses incohérences qui feraient de cette affaire l'une des plus frustrantes de sa carrière. L'équipe de la police scientifique arriva bientôt, transformant l'appartement en un labyrinthe de lumière stroboscopique et de poudre à empreintes. Chaque détail serait méticuleusement examiné, chaque fibre, chaque tache, chaque ombre. Le docteur Sylvie Moreau, la médecin légiste, commença son travail avec un sérieux sombre, tandis que l'équipe d'épreuves commençait à cataloguer le chaos. L'atmosphère était lourde, chargée d'une attente sombre. L'estimation initiale de l'heure du décès, basée sur la température corporelle et d'autres indicateurs, se situait entre 19h et 22h la veille au soir. L'équipe scientifique, sous la direction de Moreau, travailla sans relâche. Ils prélevèrent des échantillons de sang, de cheveux et de fibres, ainsi qu'une empreinte de pas partielle près de la porte d'entrée qui, bien que prometteuse, était incomplète. La recherche d'empreintes digitales était exhaustive, mais la plupart de celles trouvées semblaient appartenir à la victime elle-même ou à ses visiteurs habituels. Le trophée brisé fut emballé comme la preuve la plus cruciale. Mais sa signification restait encore entourée de mystères. Qui l'aurait apporté? Pourquoi?
La vie personnelle d'Isabelle commença à être dévoilée. Elle était célibataire, sans relation sérieuse, connue à ce moment-là, mais avec une vie sociale active dans les cercles artistiques et intellectuels. Amis et collègues la décrivaient comme une femme ambitieuse, dévouée à son art. Récemment, elle avait obtenu une prestigieuse bourse d'études pour un programme de master à Paris, une réussite qui, bien que célébrée par beaucoup, pouvait avoir provoqué la jalousie d'autres artistes moins fortunés. Cette bourse était un tremplin pour une carrière prometteuse, et sa mort semblait voler non seulement une vie, mais un avenir brillant. Alors que l'enquête progressait, des indices mystérieux commencèrent à apparaître. Des témoignages faisant état d'appels anonymes passés depuis des cabines téléphoniques publiques à l'appartement d'Isabelle, dans les jours précédant le crime, furent recueillis. Qui pouvait bien appeler et pourquoi? Était-ce un admirateur secret, un harceleur ou quelque chose de plus sinistre? L'équipe de Lefebvre commença à dresser un profil des premiers suspects. Un ex-petit ami, avec un passé de tempérament colérique, fut rapidement interrogé, mais il présenta un alibi solide et vérifiable. Un étudiant mécontent qu'Isabelle avait recalé pour un projet important fut également considéré, mais ses motivations semblaient insuffisantes pour un crime d'une telle brutalité. L'inspecteur Lefebvre sentait la pression monter. L'affaire Isabelle Dubois était un cas qui réclamait des réponses, mais les preuves initiales, bien que présentes, semblaient tourner autour de toute conclusion définitive. La complexité du crime, l'absence d'un mobile clair pour le vol et le manque d'un suspect évident dès le début transformaient l'enquête en un labyrinthe d'incertitudes. La ville de Rouen, autrefois endormie dans sa beauté historique, était maintenant réveillée par l'horreur et par la question qui flottait dans l'air. Qui a fait ça? Qui aurait pu faire une telle chose à Isabelle Dubois? Le mystère ne faisait que commencer. L'enquête de l'inspecteur Lefebvre plongea profondément dans la vie d'Isabelle Dubois, et les entretiens avec plus de 40 témoins devinrent la colonne vertébrale d'un effort exhaustif. Amis, collègues, voisins, et même le boulanger local furent interrogés. Chaque conversation, chaque témoignage ajoutait une nouvelle couche à la complexité de l'affaire. Les heures se transformaient en jours, les jours en semaines, et l'équipe de Lefebvre sentait le poids de l'urgence, mais aussi la frustration d'un puzzle dont les pièces ne s'emboîtaient pas parfaitement. Au milieu de ce tourbillon de dépositions, un nom commença à émerger avec une fréquence dérangeante. Zane Parker. Parker était un voisin de l'étage supérieur, un homme discret, presque imperceptible, qui travaillait comme bibliothécaire dans une petite librairie locale. Il n'était ni un élève d'Isabelle, ni un candidat à la même bourse d'études, mais l'enquête révéla qu'il l'admirait de loin, un admirateur secret qui était devenu un peu obsessionnel. Il la croisait souvent dans le couloir, toujours avec un sourire forcé et des commentaires sur ses peintures ou sa beauté. Isabelle, bien que polie, avait exprimé à quelques amis un certain malaise face à l'intensité du regard de Parker. Le lien entre Zane et Isabelle, bien que subtil, était indéniable. Il connaissait sa routine, ses horaires et sa récente obtention de la bourse qui l'emmènerait à Paris. La police découvrit que Parker avait été vu près de l'immeuble la nuit du crime, mais il prétendit être allé au cinéma. Un alibi qui se révéla fragile et sans confirmation indépendante. La pression sur lui augmenta, et alors que Lefebvre et son équipe se préparaient pour un interrogatoire plus approfondi, Zane Parker disparut. Il s'était tout simplement volatilisé. Son appartement était vide, un avis d'expulsion sur la porte, et personne ne savait où il était allé. Seule une lettre courte et mal écrite au propriétaire, affirmant qu'il avait soudainement trouvé un emploi dans une petite ville du sud de la France, ce qui se révéla plus tard être un mensonge. Sa disparition soudaine jeta une ombre de culpabilité sur lui, le transformant en principal suspect. L'équipe scientifique, pendant ce temps, continuait à découvrir de petits détails énigmatiques. Une découverte tardive intrigua Lefebvre. Les relevés téléphoniques indiquaient un appel passé depuis le téléphone fixe d'Isabelle vers un numéro inconnu, environ 1 heure après l'estimation de l'heure du décès. Qui aurait pu passer cet appel? Serait-ce l'assassin dans un acte d'audace ou de désespoir?
La ligne ne fut pas tracée, et le mystère s'épaissit. Cet appel post-mortem était un fantôme, une voix dans le vide qui semblait se moquer de l'enquête. Le temps passait, et l'affaire Isabelle Dubois, malgré des efforts acharnés, commençait à s'essouffler. Sans Zane Parker à interroger, et avec des preuves scientifiques encore non concluantes pour le lier directement au crime, l'enquête stagna. Les médias, qui avaient initialement couvert l'affaire avec voracité, détournèrent lentement leur attention vers d'autres gros titres. L'espoir d'une résolution rapide diminuait chaque jour. Après 6 longs mois de recherches incessantes, d'interrogatoires sans fin et d'impasses, la police de Rouen fut contrainte de prendre une décision douloureuse. Le dossier d'Isabelle Dubois fut officiellement classé comme une affaire non résolue, un cold case, une blessure ouverte dans l'âme de la ville. Pour l'inspecteur Lefebvre, ce fut une défaite personnelle. L'image d'Isabelle, la professeure d'arts au sourire vibrant, hantait ses pensées. Il avait promis la justice, mais maintenant la justice semblait un mirage. Le trophée de gymnastique brisé, l'empreinte de pas partiels, les appels anonymes et la disparition de Zane Parker formaient une tapisserie de mystères qu'il ne parvenait pas à démêler. L'affaire Isabelle Dubois fut rangée dans une armoire poussiéreuse, attendant un avenir incertain, un nouvel indice, quelqu'un qui pourrait voir ce que lui et son équipe avaient manqué. La ville de Rouen essayait d'aller de l'avant, mais l'ombre du crime demeurait, un rappel silencieux que tous les mystères ne peuvent être résolus immédiatement. L'enquête de l'inspecteur Lefebvre plongea profondément dans la vie d'Isabelle Dubois, et les entretiens avec plus de 40 témoins devinrent la colonne vertébrale d'un effort exhaustif. Amis, collègues, voisins et même le boulanger local furent interrogés. Chaque conversation, chaque témoignage ajoutait une nouvelle couche à la complexité de l'affaire. Les heures se transformaient en jours, les jours en semaines, et l'équipe de Lefebvre sentait le poids de l'urgence, mais aussi la frustration d'un puzzle dont les pièces ne s'emboîtaient pas parfaitement. Au milieu de ce tourbillon de dépositions, un nom commença à émerger avec une fréquence dérangeante. Zane Parker. Parker était un voisin de l'étage supérieur, un homme discret, presque imperceptible, qui travaillait comme bibliothécaire dans une petite librairie locale. Il n'était ni un élève d'Isabelle, ni un candidat à la même bourse d'études, mais l'enquête révéla qu'il l'admirait de loin, un admirateur secret qui était devenu un peu obsessionnel. Il la croisait souvent dans le couloir, toujours avec un sourire forcé et des commentaires sur ses peintures ou sa beauté. Isabelle, bien que polie, avait exprimé à quelques amis un certain malaise face à l'intensité du regard de Parker. Le lien entre Zane et Isabelle, bien que subtil, était indéniable. Il connaissait sa routine, ses horaires et sa récente obtention de la bourse qui l'emmènerait à Paris. La police découvrit que Parker avait été vu près de l'immeuble la nuit du crime, mais il prétendit être allé au cinéma. Un alibi qui se révéla fragile et sans confirmation indépendante. La pression sur lui augmenta, et alors que Lefebvre et son équipe se préparaient pour un interrogatoire plus approfondi, Zane Parker disparut. Il s'était tout simplement volatilisé. Son appartement était vide, un avis d'expulsion sur la porte, et personne ne savait où il était allé. Seule une lettre courte et mal écrite au propriétaire, affirmant qu'il avait soudainement trouvé un emploi dans une petite ville du sud de la France, ce qui se révéla plus tard être un mensonge. Sa disparition soudaine jeta une ombre de culpabilité sur lui, le transformant en principal suspect. L'équipe scientifique, pendant ce temps, continuait à découvrir de petits détails énigmatiques. Une découverte tardive intrigua Lefebvre. Les relevés téléphoniques indiquaient un appel passé depuis le téléphone fixe d'Isabelle vers un numéro inconnu, environ 1 heure après l'estimation de l'heure du décès. Qui aurait pu passer cet appel ? Serait-ce l'assassin dans un acte d'audace ou de désespoir? La ligne ne fut pas tracée et le mystère s'épaissit. Cet appel post-mortem était un fantôme, une voix dans le vide qui semblait se moquer de l'enquête. Le temps passait et l'affaire Isabelle Dubois, malgré des efforts acharnés, commençait à s'essouffler.
sans Zane Parker à interroger et avec des preuves scientifiques encore non concluantes pour le lier directement au crime, l'enquête stagna. Les médias, qui avaient initialement couvert l'affaire avec voracité, détournèrent lentement leur attention vers d'autres gros titres. L'espoir d'une résolution rapide diminuait chaque jour. Après 6 longs mois de recherche incessante, d'interrogatoires sans fin et d'impasses, la police de Rouen fut contrainte de prendre une décision douloureuse. Le dossier d'Isabelle Dubois fut officiellement classé comme une affaire non résolue, un cold case, une blessure ouverte dans l'âme de la ville. Pour l'inspecteur Lefebvre, ce fut une défaite personnelle. L'image d'Isabelle, la professeure d'art au sourire vibrant, hantait ses pensées. Il avait promis la justice, mais maintenant la justice semblait un mirage. Le trophée de gymnastique brisé, l'empreinte de pas partiel, les appels anonymes et la disparition de Zane Parker formaient une tapisserie de mystères qu'il ne parvenait pas à démêler. L'affaire Isabelle Dubois fut rangée dans une armoire poussiéreuse, attendant un avenir incertain, un nouvel indice, quelqu'un qui pourrait voir ce que lui et son équipe avaient manqué. La ville de Rouen essayait d'aller de l'avant, mais l'ombre du crime demeurait. Un rappel silencieux que tous les mystères ne peuvent être résolus immédiatement. Même avec l'affaire Isabelle Dubois officiellement classée, l'inspecteur Lefebvre n'arrivait pas à se détacher du cas. Ses nuits étaient remplies de piles de documents sur son bureau, les photographies de la scène de crime se mêlant aux images d'une Isabelle souriante qu'il avait recueillies auprès d'amis et de la famille. C'était une obsession silencieuse, une promesse non tenue qui pesait sur sa conscience. Il rendait visite à la mère d'Isabelle de temps en temps, sentant le poids de son regard, un mélange de douleur et d'espoir contenu qui le poussait à continuer, même sans autorisation officielle. La vie d'Isabelle, avant d'être interrompue, était un chef-d'œuvre en cours. Marie Fournier, sa meilleure amie depuis leurs années d'université à Boston et qui avait déménagé à Rouen pour être près d'elle, décrivit Isabelle comme une force de la nature. Elle voyait la beauté en tout, même dans les choses les plus simples, raconta Marie, la voix brisée par une douleur encore vive. Son art n'était pas seulement technique, c'était une extension de son âme. Elle avait un avenir si brillant, un talent qui éclatait. Monsieur Henri Leclerc, le directeur de l'école d'art où Isabelle enseignait, regrettait aussi profondément sa perte. Isabelle apportait une énergie unique à l'école. Ses élèves l'adoraient, elle les inspirait à rêver, à créer, à ne pas avoir peur d'exprimer leur vérité. Sa perte a été un coup dur pour toute la communauté artistique de Rouen. Il décrivit la bourse d'études pour Paris comme le summum de son dévouement, quelque chose pour lequel elle avait travaillé sans relâche. Un pas vers une reconnaissance internationale. Lefebvre, dans ses moments de solitude, revoyait chaque détail, chaque entretien, cherchant cette pièce manquante. Il savait que la disparition de Zane Parker était cruciale, mais sans corps ni aveu, l'affaire était un brouillard. La pression hiérarchique, cependant, était implacable. De nouveaux crimes survenaient, exigeant attention et ressources. Le commissaire, un homme pragmatique, rappela à plusieurs reprises à Lefebvre que la police ne pouvait pas se permettre d'investir indéfiniment dans des affaires sans pistes concrètes. Le manque de nouveaux développements et la nécessité d'affecter son équipe à des enquêtes actives forcèrent Lefebvre à reculer. Il fut contraint de renoncer, du moins officiellement, à sa quête personnelle de justice pour Isabelle. Pourtant, son esprit ne s'arrêtait pas. Il se souvenait des appels anonymes et d'une boîte d'effets personnels d'Isabelle qui avait été remise à la police par Marie Fournier des mois après le classement de l'affaire. À l'intérieur, parmi des croquis et des journaux intimes, se trouvaient quelques notes anonymes, écrites à la main, laissées dans la boîte aux lettres d'Isabelle des semaines avant le crime. Les notes étaient troublantes, mêlant des compliments exagérés sur son art à un ton possessif et menaçant. « Votre beauté est un don, » disait l'une d'elles, « mais votre dédain sera votre perte. » Lefebvre avait envoyé ces notes pour une analyse graphologique. Les résultats, bien qu'ils ne pussent identifier l'auteur, indiquaient une personnalité obsessionnelle et potentiellement dangereuse avec des traits de narcissisme et d'instabilité.
L'écriture était irrégulière, alternant entre une écriture élégante et des traits nerveux. C'était un indice de caractère, mais pas d'identité. Le temps transforma l'affaire Isabelle Dubois en une légende urbaine, un murmure sombre dans les rues de Rouen. L'inspecteur Lefebvre prit sa retraite des années plus tard, emportant avec lui le fardeau de cette affaire non résolue, l'image d'Isabelle et la frustration d'une justice refusée. Le dossier, maintenant poussiéreux et jauni par le temps, gisait dans les archives de la police. Un rappel silencieux d'un crime que la ville n'avait jamais oublié, mais qui semblait destiné à rester un mystère éternel. La mémoire d'Isabelle, cependant, persistait, et avec elle l'espoir, aussi mince soit-il, qu'un jour la vérité éclaterait. Les années s'écoulèrent, transformant l'affaire Isabelle Dubois en une cicatrice dans la mémoire collective de Rouen. Le dossier, jauni et poussiéreux, gisait oublié dans les archives de la police, un témoignage silencieux d'un crime que la justice n'avait pas réussi à élucider. L'inspecteur Lefebvre, désormais à la retraite, portait le poids de cet échec dans son âme, un fantôme qui le hantait. Mais le temps, qui enterre souvent les secrets, apporte aussi avec lui les progrès de la science et la persévérance de nouveaux regards. 25 ans passèrent. En 2014, une nouvelle initiative gouvernementale, axée sur la révision des cold cases, les affaires classées, à l'aide de technologies médico-légales modernes, apporta une lueur d'espoir. C'est dans ce contexte que l'affaire d'Isabelle Dubois fut rouverte. La détective Clara Moreau, une jeune et ambitieuse enquêtrice, avec une lueur déterminée dans les yeux et une passion presque palpable pour la résolution de vieux mystères, reprit le dossier. Pour elle, chaque archive était une vie, chaque preuve, une voix silencieuse réclamant justice. Clara Moreau n'était pas seulement une détective, elle était une archéologue de la vérité, plongeant dans les couches de temps et de bureaucratie. Elle examina chaque détail de l'enquête initiale, chaque témoignage, chaque photographie en noir et blanc, les notes méticuleuses de Lefebvre, les preuves recueillies par le docteur. Moreau, tout fut réévalué avec une perspective nouvelle et la promesse de nouveaux outils scientifiques. Son bureau se transforma en un sanctuaire pour Isabelle, avec des cartes mentales, des chronologies et des photos étalées sur chaque surface. Parmi les piles de documents, un indice oublié attira son attention. Un petit fragment de peau, presque imperceptible, trouvé sous les ongles d'Isabelle. En 1989, la technologie d'analyse ADN en était encore à ses balbutiements, et cette preuve cruciale avait été archivée sans examen approfondi. Maintenant, avec les avancées de la génétique médico-légale, ce minuscule morceau de tissu pouvait enfin parler. Clara envoya l'échantillon au laboratoire de Pointe à Paris, attendant les résultats avec un mélange d'anxiété et d'attente. Les jours s'éternisèrent. Mais la réponse arriva, et elle fut choquante. Le profil ADN désignait un suspect inattendu, Michel Dubois. Le nom provoqua un frisson dans l'équipe, une coïncidence de nom de famille avec la victime, mais sans lien de parenté. Michel Dubois, un ancien entraîneur de gymnastique, vivait à l'étage inférieur de l'appartement d'Isabelle à l'époque du crime. Sa présence était si discrète qu'il avait à peine été considéré comme un suspect pertinent dans l'enquête initiale de Lefebvre, éclipsé par la disparition de Zane Parker. L'enquête de Clara Moreau révéla que Michel Dubois, après le crime, avait déménagé dans une petite ville de l'intérieur de la France, menant une vie recluse sous une nouvelle identité. Il avait été un ancien champion de gymnastique, dont la carrière prometteuse avait été brusquement interrompue par une blessure dévastatrice. La perte de sa gloire physique et la fin de sa passion pour le sport l'avaient laissé avec un vide existentiel. C'est dans cette période de vulnérabilité qu'il développa une obsession pour Isabelle. Il voyait en elle l'incarnation de la perfection physique et artistique qu'il avait perdue, une muse inaccessible. Moreau découvrit que Michel avait fait plusieurs avances romantiques à Isabelle, lui proposant un entraînement pour améliorer sa forme physique, dissimulant sa véritable intention. Isabelle, toujours gentille mais ferme, avait rejeté ses propositions de manière répétée et catégorique.
Michel se sentit humilié et rejeté, et son admiration se transforma en une fureur destructrice. L'ironie était cruelle. Le trophée de gymnastique brisé, trouvé sur la scène de crime, était le sien. Un symbole de sa gloire perdue et de la passion déformée qui le consumait, maintenant taché du sang de la femme qu'il désirait et haïssait tant. La détective Moreau était maintenant sur le point de confronter Michel Dubois. La vérité, longtemps enfouie, était sur le point d'émerger de l'ombre. Le fragment d'ADN, le trophée brisé, les rejets d'Isabelle, les pièces du puzzle autrefois dispersées, s'assemblaient enfin, formant une image claire et troublante. L'aveu du suspect, ou la découverte de preuves définitives le liant sans équivoque au crime, était imminente, promettant de clore un chapitre de décennies d'incertitude. Moreau, avec le dossier de Michel Dubois en main, sentait l'adrénaline parcourir ses veines. Ce cold case qu'il avait consumé pendant des mois était sur le point d'être résolu. L'équipe de la police judiciaire de Rouen, sous sa direction, localisa Michel dans une petite ville de la région Auvergne-Rhône-Alpes où il vivait sous l'identité de Pierre Lambert, un homme reclus qui travaillait comme jardinier. La nouvelle vie de Michel était un camouflage parfait, une tentative d'effacer le passé et l'ombre de son crime passionnel. L'opération d'arrestation fut planifiée avec méticulosité. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. Une équipe discrète d'agents se déplaça dans la campagne française, observant les mouvements de Michel pendant plusieurs jours. Sa routine était monotone, presque méthodique, sans grandes interactions sociales. La vie qu'il s'était construite était un bouclier contre le monde, un refuge pour ses secrets. Le moment de l'interpellation fut choisi pour être le moins conflictuel possible, évitant tout risque de fuite ou de résistance. Un mardi matin, alors que Michel sortait pour acheter son pain quotidien à la boulangerie locale, les agents l'abordèrent. « Michel Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'Isabelle Dubois en 1989, » déclara l'un des officiers en lui montrant le mandat d'arrêt. La réaction de Michel fut froide, presque calculatrice. Il n'y eut ni choc, ni déni véhément. Un regard de reconnaissance, un frisson presque imperceptible, traversa son visage. « Je savais que ce jour viendrait », murmura-t-il d'un ton calme, presque résigné, sans essayer de résister. Il semblait avoir vécu avec cette attente pendant des décennies, prisonnier de sa propre culpabilité. De retour à Rouen, dans la salle d'interrogatoire de la police judiciaire, la détective Moreau l'attendait. La pièce était spartiate, avec une table et 2 chaises, des murs gris et une caméra discrète dans le coin. Michel Dubois, redevenu Michel Dubois, s'assit en face d'elle, le regard fixe mais vide. Moreau commença l'interrogatoire calmement, exposant les preuves par couches successives. Elle présenta le rapport ADN, le fragment de peau d'Isabelle qui, après 25 ans, avait enfin trouvé son propriétaire. Michel écouta en silence, l'expression impassible. Lorsque Moreau posa la photographie du trophée de gymnastique brisé sur la table, le sang-froid de Michel sembla vaciller un instant. Un muscle de sa mâchoire se contracta. « Ce trophée était à vous, Michel, » dit Moreau, sa voix douce mais ferme. « Un symbole de votre gloire, maintenant taché du sang d'Isabelle. » Il détourna le regard, sa façade de calme commençant à se fissurer sous le poids des preuves irréfutables. Puis, la détective Moreau commença à aborder l'obsession. Elle parla de l'admiration de Michel pour Isabelle, de la façon dont il la voyait comme l'incarnation de tout ce qu'il avait perdu, la perfection physique, la beauté, le talent. Elle mentionna les propositions de entraînement, les rejets répétés d'Isabelle, l'humiliation que Michel avait ressentie. Vous la vouliez, Michel, vous vouliez ce qu'elle représentait, ce qu'elle avait. Et quand elle vous a rejeté, quand elle a obtenu la bourse que vous, peut-être, jalousiez, votre admiration s'est transformée en quelque chose de sombre, n'est-ce pas? Michel resta silencieux un long moment, les yeux fixés sur la table. Finalement, un aveu partiel commença à émerger, chuchoté, presque inaudible. Elle était parfaite, une déesse. Je voulais seulement l'aider à atteindre son potentiel maximum. Elle ne comprenait pas. Sa voix était un mélange de chagrin et de ressentiment. Il admit être allé à l'appartement d'Isabelle cette nuit-là,
non pas pour voler, mais pour faire une dernière tentative de la convaincre d'accepter son entraînement. Il voulait être son mentor, son partenaire, son sauveur. La discussion s'intensifia rapidement, révélant la profondeur de sa distorsion. Il voyait le refus d'Isabelle non comme un choix de sa part, mais comme un affront personnel, un mépris pour sa propre valeur. Il avoua que pendant la dispute, la colère l'avait submergé. Le trophée, un objet qu'il portait sur lui comme un rappel constant de son passé glorieux et perdu, était là. Dans un accès de fureur, il l'utilisa. « C'était un accident », insista-t-il, bien que ses paroles sonnent creux. « Elle m'a poussé. Je voulais seulement qu'elle m'écoute. » Moreau savait que l'aveu était incomplet, que l'accident était une tentative de minimiser sa culpabilité. Mais la vérité se révélait. Les empreintes digitales de Michel, qui avaient été négligées ou mal analysées à l'époque, furent réexaminées sur le trophée brisé et confirmaient désormais sa présence irréfutable. De plus, un balayage numérique d'anciennes vidéos de surveillance d'un magasin voisin, qui à l'époque de l'enquête initiale n'avait pas été jugée pertinente, révéla une image granuleuse mais indéniable. Michel Dubois, portant le trophée, entrant dans l'immeuble d'Isabelle la nuit du crime et en sortant précipitamment quelques heures plus tard, avec une expression troublée. La technologie avait comblé les lacunes que le temps avait créées. La boucle était bouclée. Le procès de Michel Dubois commença en 2020, 28 ans après le crime odieux qui avait réduit Isabelle Dubois au silence. Le tribunal de Rouen était comble, l'attente flottant dans l'air. La détective Moreau, impeccable dans sa présentation, détailla la réouverture méticuleuse de l'affaire, la technologie qui avait exhumé l'ADN et la froideur du suspect. La sœur d'Isabelle, Claire, fit un témoignage émouvant, décrivant la douleur insupportable d'une famille qui avait attendu des décennies pour obtenir des réponses, la voix brisée par la tristesse. L'accusation présenta les preuves, le fragment de peau, le trophée brisé avec les empreintes de Michel et les images granuleuses mais indéniables de la surveillance. Mais le coup le plus dévastateur vint de la découverte des journaux intimes de Michel Dubois, trouvés dans sa nouvelle maison. Des pages et des pages révélaient une obsession croissante pour Isabelle, une planification déformée et la conviction qu'elle était sa propriété. « Si elle n'était pas à moi, elle ne serait à personne », avait-il écrit dans une entrée troublante, prouvant la préméditation derrière l'acte de violence. Des experts psychiatres diagnostiquèrent chez Michel une personnalité narcissique sévère, incapable d'accepter le rejet et éprouvant une profonde jalousie face au succès d'autrui. Son avocat tenta de plaider le crime passionnel commis dans le feu de l'action, mais les journaux intimes et la froideur de son aveu partiel démantelèrent cette défense. Après des semaines de témoignages et de délibérations, le verdict fut unanime. Coupable de meurtre avec préméditation, Michel Dubois fut condamné à 28 ans de prison, une année pour chaque année de vie qu'il avait prise à Isabelle et pour chaque année que la justice avait mis à le rattraper. Pour la détective Moreau, l'affaire fut un rappel doux amer que la justice, bien que parfois tardive, peut prévaloir. Elle se rendit sur la tombe d'Isabelle, un petit monument dans le cimetière de Rouen, où des fleurs fraîches ornaient la pierre tombale. Là, sous le ciel gris de Normandie, elle ressentit un sentiment de paix. L'ombre qui planait sur la ville depuis si longtemps se dissipait enfin. L'histoire d'Isabelle Dubois, l'artiste qui rêvait de Paris, est un témoignage de la persévérance, de la science et de la quête inébranlable de la vérité. Que sa mémoire serve d'inspiration pour ne jamais renoncer à se battre pour ceux dont les voix ont été réduites au silence. Vous pouvez trouver plus d'histoires de cold case et de mystères non résolus sur notre chaîne. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'enquêtes comme celle-ci.